Je suis accompagnée de ma collègue Morgane Dubois, qui sera chargée notamment de passer les diapos et qui va m'aider à assurer la gestion du temps aujourd'hui. Donc, je la remercie. Et je suis accompagnée aussi de plusieurs membres du collège, du réseau, que je tenais à remercier pour leur implication dans cette journée et qui interviendront pour la plupart dans la journée. Pour préparer la journée, je me suis plongée dans les études de l'Observatoire des politiques culturelles, notamment, qui portent un regard sur les nouveaux usages des jeunes. Donc les usages numériques des jeunes notamment qui brouillent sensiblement les façons de travailler, de voir le monde. Et on voit que la jeunesse devient finalement l'objet de dispositifs de médiation, d'éducation artistique, de tarification spécifique, mais aussi la cible d'une reconnaissance de nouvelles esthétiques, ce qui est intéressant. Et l'Observatoire des politiques culturelles propose, en parlant de la jeunesse, de mieux la connaître, de mieux l'écouter, y compris lorsque ses engagements et ses pratiques se déploient en dehors des frontières habituelles et des frontières institutionnelles. Donc, l'Observatoire des politiques culturelles signale que les jeunes ne sont pas dépolitisés, mais qui font de la politique autrement, qui se désintéressent pas des sujets culturels, mais qui en investissent de nouveaux, la question du genre par exemple, ou le multiculturalisme et qui fabriquent leurs références culturelles entre pairs autour de nouvelles communications digitales notamment. Donc cette journée va être l'occasion pour nous de souligner le rôle clé que jouent nos lieux et nos partenariats dans le renforcement de l'engagement citoyen, de l'implication des jeunes, mais aussi de l'innovation sociale au sein des tiers-lieux du Grand Est pour l'accueil de ces jeunes. Donc on va voir, explorer comment ces collaborations, comment ces lieux, comment ces écosystèmes peuvent continuer à ouvrir des nouvelles initiatives et, euh, et une responsabilité collective autour de la jeunesse, qui finalement est elle-même un temps d'expérimentation. Euh, donc je suis accompagnée aujourd'hui de Pierre Mang, qui est responsable de la communication de la vie associative à la Maison de Courcelles, à qui j'ai proposé donc de présenter la Maison de Courcelles qui devait nous accueillir. Maison de Courcelles qui est un exemple particulièrement intéressant de lieu d'accueil et d'animation de projets avec des jeunes. Ils impliquent des jeunes dans leur gouvernance, dans leurs activités, et c'est un lieu qui est fortement pratiqué par le jeune public, les adolescents. Donc Pierre, bienvenue, merci de nous rejoindre. On te laisse présenter la maison de Courcelles et puis on échangera un peu avec l'ensemble des participants sur ce que vous mettez en place en fait, pour accueillir les jeunes et surtout les impliquer dans votre gouvernance. Ok, merci. Ben, bonjour tout le monde. Donc avant de parler un peu des jeunes et de l'implication, enfin de l'engagement des jeunes dans l'association, je vais resituer un petit peu ce que c'est la Maison de Courcelles. Donc c'est une association d'éducation populaire qui est aussi un tiers-lieu ancré sur son territoire, donc au fin fond de la Haute-Marne, dans le parc national de Forêt. Et c'est un lieu qui a aujourd'hui 46 ans d'expérience et de pratique dans l'éducation populaire. Pour faire rapidement l'histoire, en fait, ça a été initié par des anciens de l'UFCV qui ont racheté une vieille bâtisse en Haute-Marne pour en faire un centre d'accueil pour des classes découvertes notamment, et dans une pédagogie de la liberté. Et peu à peu, ça s'est développé aussi sur des colos, sur des accueils de groupe. Et aujourd'hui, c'est vraiment un tiers-lieu dans le sens où ça répond à beaucoup de besoins et l'activité s'est vraiment diversifiée sur plusieurs choses. Donc, vous pouvez voir sur le mind map que vous avez sous les yeux qu'il y a vraiment beaucoup d'activités. Donc, aujourd'hui, le plus gros, c'est quand même l'accueil de colos et d'accueil de loisirs, donc pour des enfants de 4 à 16 ans environ. Donc, toujours dans une pédagogie de la liberté où les enfants sont vraiment libres de décider quelles sont leurs activités et surtout libres de vivre leurs vacances à leur rythme, donc en respectant vraiment leurs besoins et leurs envies, avec des repas échelonnés, par exemple, une liberté de circulation aussi dans la maison. Enfin voilà, je vais pas m'étaler vraiment sur la pédagogie de la liberté parce que c'est pas forcément le sujet, mais c'est vraiment ça qui fait notre identité sur les accueils de personnes à la maison de Courcelles. Voilà, il y a aussi du coup des classes découvertes toute l'année sur des thématiques très variées. Il y a des artistes en résidence et des événements culturels sur lesquels notamment on s'engage beaucoup de jeunes bénévoles. On organise aussi des week-ends en famille, des accueils de groupe, que ce soit des entreprises, des associations, des fois des familles, des week-ends de parentalité aussi avec des structures médico-sociales.
On a aussi un gros projet alimentaire qui favorise aussi les circuits courts sur le territoire et qui permet aussi de fournir les cantines scolaires de plusieurs écoles sur le territoire. Et tout ça, en fait, c'est porté par plusieurs institutions bénévoles qui sont engagées. Et c'est là qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, c'est que l'association est gouvernée par des bénévoles. Donc un conseil d'administration qui est constitué d'une dizaine de membres, qui sont tous bénévoles et qui sont pour la plupart assez jeunes. Donc voilà, c'est assez riche aussi d'avoir cet engagement-là des plus jeunes. Euh, en dehors de ce conseil d'administration, on a un vivier de bénévoles d'environ 100 à 150 personnes. Et sur cette grosse centaine de personnes, on va dire une soixantaine de bénévoles qui viennent vraiment régulièrement s'investir et s'engager profondément dans l'association à travers ce qu'on appelle un conseil de maison. Donc le conseil de maison, en fait, ça a été créé par des bénévoles qui n'étaient pas au conseil d'administration, mais qui souhaitaient quand même donner un peu de leur voix dans l'association, de pouvoir aussi prendre des décisions et de vraiment agir pour l'association. Et c'est comme ça qu'est née cette institution. Donc en fait, c'est, euh, ça s'organise sur des week-ends environ tous les mois et demi, où les bénévoles viennent et travaillent sous forme de commission. Donc c'est des petits groupes de travail euh, et qui viennent travailler sur plein de choses, surtout sur le projet pédagogique en lien avec les colos et les classes découvertes. Donc ça peut être vraiment juste de la réflexion sur des débats sur la pédagogie, ça peut être aussi de la création d'outils pédagogiques. Après, ça peut être sur tout un tas de choses pour la vie de l'association, ça peut être des petits travaux, de la peinture, l'organisation d'événements culturels. Donc voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Et du coup, c'est aussi beaucoup de portes d'entrée pour que les jeunes puissent s'engager. Voilà. Et donc, sur ce conseil de maison, on a une moyenne d'âge d'environ 25 ans, sachant qu'on a une grosse majorité de très jeunes, hein, entre allez, 17 et 20 ans, on va dire, et quelques très anciens qui remontent un peu à la moyenne, du coup, ça crée beaucoup de rencontres et c'est là qu'on est vraiment dans l'éducation populaire, en fait, dans le sens où l'éducation populaire se définit par l'apprentissage par les pairs. Et c'est là que c'est très intéressant et très enrichissant aussi d'avoir cette confrontation entre les générations. Et voilà. Donc, ce travail bénévole, il est vraiment très important pour l'association. Aujourd'hui, on dépend vraiment de nos bénévoles. À titre indicatif, le travail bénévole sur l'année 2024, il représente environ entre 3 et 4 équivalents temps plein. Donc, c'est vraiment important et ça nous permet vraiment de porter des projets qui sont vitaux, en fait, pour l'association, pour pérenniser aussi son activité. Voilà. Et donc, c'est un engagement qui est très, très productif et très militant aussi. Donc, c'est vraiment un engagement qui est, bon, voilà, comme je disais, il y a des fois des choses qui sont très manuelles, hein, de faire de la cuisine, de la peinture, des choses comme ça. Mais c'est aussi beaucoup de re-questionner le sens de nos pratiques, de mettre nos pratiques en lien avec nos valeurs. Et c'est en ça que c'est militant et que ça permet de perdurer aussi l'identité qu'on essaye de porter dans l'association. Donc voilà, il y a une vraie transmission en fait dans cet accompagnement par les plus anciens. On s'est vraiment rendu compte ces dernières années là que à force d'échanges en fait dans des cafés pédas, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir beaucoup de dérives en fait dans les pratiques parce que quand on transmet les pratiques sans transmettre le sens qui va derrière, ben, on ne sait plus pourquoi on fait les choses et c'est justement dans cet échange-là entre les différentes générations, les différentes manières de faire qu'on arrive à resituer en fait quelles sont nos valeurs et quel est le sens et quelles sont les pratiques qu'on veut garder et lesquelles on veut proscrire pour que ça continue à coller avec le sens et surtout avec les réalités d'aujourd'hui parce que nos publics évoluent aussi quoi. Donc voilà, il y a beaucoup d'évolution et c'est grâce aux jeunes aussi qui apportent un regard très nouveau sur des problèmes de société par exemple qu'on arrive à faire évoluer les pratiques dans l'association. Peu importe les activités d'ailleurs, c'est surtout sur les colos, mais c'est aussi sur plein d'autres choses. Je pense notamment aux violences sexistes et sexuelles, sur lesquelles il y a eu des gros travaux pardon, récemment, et c'est surtout les jeunes qui ont initié des commissions autour de ça. Voilà. Après, sur la responsabilisation des plus jeunes, il y a, je dirais qu'il y a
il n'y a pas vraiment une manière, une recette magique de responsabiliser les jeunes et de leur permettre de s'engager, si ce n'est la confiance. Ça, c'est primordial. Forcément, on doit faire confiance aux plus jeunes aussi pour leur laisser de la place. Mais après, il y a plusieurs manières de s'intégrer aussi dans une dynamique bénévole comme ça. Euh, Souvent, ça passe, enfin, on essaye de faire les choses vraiment en s'adaptant au rythme des personnes. C'est une pédagogie qu'on applique beaucoup aux enfants qu'on accueille, mais aussi aux adultes qui s'investissent dans l'association. C'est-à-dire qu'on va, quand un jeune bénévole arrive ou une jeune bénévole, on va pas forcément tout de suite lui demander d'être très productif, de construire des idées très finies sur ce qui se passe à la maison de Courcelles. Mais en fait, cette personne, elle va passer surtout par une phase un peu expérientielle où elle va tâtonner, elle va trouver sa place. Et quand elle aura commencé à comprendre un peu tous les rouages de l'association et de se sentir à l'aise, là, on pourra vraiment compter sur elle en tant que bénévole productif, même si c'est un mot qu'on n'utilise pas trop, mais voilà. Donc il y a vraiment cette phase un peu expérientielle qui permet aux jeunes de vraiment prendre leur temps pour trouver quelle est leur place et comment est-ce que ces personnes veulent s'investir et transmettre aussi des choses à l'association. Et du coup, devenir aussi transmetteur au bout d'un moment, quoi. Donc c'est vraiment cette idée d'accompagnement par les pairs. Il y a beaucoup on a mené une étude sur la prise de responsabilité en 2015 avec Baptiste Bespatin, qui est enseignant-chercheur en éducation, et Jean-Marie Bataille également, sur l'engagement des jeunes. Et ça a vraiment mis en lumière pas mal de choses. Enfin, ça nous a vraiment aidé à mettre en mots des pratiques qu'on avait ici et se poser beaucoup la question de qu'est-ce que c'est un ancien. Et en fait, c'est vraiment difficile à définir. Et en fait, la seule réponse que ces personnes ont pu trouver, c'est que on devient ancien quand on arrive à répondre à une question, tout simplement, peu importe ce que c'est comme question. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que on peut, à ce moment-là, aussi transmettre le projet et devenir, entre guillemets, ancien. Voilà. Et donc, c'est vraiment une question c'est vraiment un cycle, en fait, de renouvellement des générations et des places qu'on prend aussi en tant que bénévole dans l'association. On passe vraiment de cette phase expérientielle à la phase où on devient vraiment euh, pas seulement productif, mais aussi transmetteur du projet. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Sur ces cycles, justement, c'est vraiment quelque chose qui est inévitable et auquel on est confronté. Alors, du coup, il y a des phases qui sont parfois un peu compliquées. On se retrouve avec des fois des bénévoles qui sont là depuis un moment. Puis, les parcours de vie font que du jour au lendemain, ils sont plus forcément très disponibles. Surtout que le gros de notre activité, c'est quand même l'éducation populaire. Et l'animation, c'est encore malheureusement un métier assez précaire. Et il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus forcément se permettre de faire de l'éducation populaire sur tout leur temps libre. Donc voilà, on a vraiment des phases où on perd aussi des personnes ressources et des phases où on a du coup aussi plus de mal à trouver des jeunes qui prennent le relais. Donc c'est vraiment des cycles avec des creux de vagues qui sont parfois compliqués, mais c'est quand même, ça peut être dur, mais c'est aussi nécessaire pour pouvoir renouveler ces engagements et pouvoir bénéficier aussi de regards nouveaux sur les problèmes de société auxquels se heurte l'association. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions là-dessus ou si vous voulez que j'oriente un peu sur certaines choses. Ouais, moi j'ai une question sur comment vous communiquez, comment vous construisez la communication envers ces différents publics. Est-ce que c'est une seule et même communication pour tous et toutes? Parce que vous êtes dans un territoire très rural. Je ne t'ai pas trop resitué l'endroit où vous êtes, mais un endroit assez rural. Comment vous communiquez avec les jeunes? Est-ce que vous avez des outils adaptés? Voilà, comment vous Alors, communiquez ça? faut savoir que nos bénévoles, ils viennent en grande partie hors de la Haute-Marne. Donc, c'est assez paradoxal pour un tiers-lieu qui est ancré sur son territoire. Nos publics sont principalement au Marnais, mais nos bénévoles sont assez éloignés, dans le sens où la pédagogie de la liberté, ça, au bout d'un moment, ça a attiré quand même un public assez, assez spécifique, dans le sens où c'est malheureusement un peu élitiste aussi, les pédagogies alternatives. Ça touche beaucoup des personnes qui sont déjà éveillées sur certains sujets et qu'on n'a pas forcément pu trouver en Haute-Marne. Et du coup, ça a attiré des personnes en fait de la France entière. Et aujourd'hui, nos bénévoles, ils viennent principalement de l'extérieur de la Haute-Marne. Du coup,
C'est pour ça qu'aussi que les conseils de maison s'organisent sur des week-ends entiers, seulement une fois tous les mois. Et du coup, on communique principalement par mail, par SMS, sur des conversations WhatsApp. Voilà. Mais une soixantaine de bénévoles impliqués régulièrement, ça reste un groupe assez facile à gérer, quoi. Voilà. N'hésitez pas les unes les uns si vous avez des questions. Moi, j'ai une question peut-être aussi sur les moyens. Est-ce que les jeunes qui veulent porter, développer des projets au sein de la maison de Courcelles, ils ont un budget dédié? Comment vous les suivez? Comment vous les accompagnez? Et comment vous évaluez aussi ce qu'ils peuvent mettre en place? Alors sur le budget, moi j'ai pas beaucoup la main là-dessus, donc je pourrais pas vous donner d'éléments très précis, mais je sais qu'effectivement on a à cœur de rendre les choses possibles et que les bénévoles, même les plus jeunes, puissent vraiment concrétiser leurs idées et leurs projets. Donc on met les moyens matériels et financiers. Nous on a la chance d'avoir, alors on a des difficultés financières comme malheureusement beaucoup d'associations d'éducation populaire, mais on a la chance d'avoir diversifié nos activités et du coup, on a certaines activités qui permettent d'en financer d'autres et d'avoir les moyens du coup de pouvoir accompagner le bénévolat financièrement et matériellement. Par exemple, enfin, tous les bénévoles sont défrayés quand ils arrivent de très loin. Forcément, c'est un coût. Alors pour des plus jeunes, ça peut être compliqué. Nous, on rembourse les frais de déplacement de tous nos bénévoles. Une fois qu'ils sont sur place, ils sont nourris, logés, et puis effectivement, après, enfin, s'ils ont besoin de matériel, on va en acheter. Enfin, on a vraiment une certaine liberté là-dessus qui est vraiment très riche. On a l'habitude de dire que c'est vraiment les valeurs qui nous guident et que le financier, il suit, quoi. C'est vraiment juste un outil. Alors, c'est facile de dire ça quand on a de l'argent, mais, mais c'est vraiment important de se laisser guider par ses valeurs et ses projets plutôt que de se mettre des freins. Voilà. Et du coup, effectivement, on arrive vraiment à rendre les choses possibles et ça, c'est sûr que ça responsabilise les jeunes et ça, ça facilite les prises d'initiative et le renouvellement aussi des initiatives. Je vois que dans vos activités, vous avez aussi la cantine scolaire. Peut-être quels sont vos liens avec les écoles alentours, les acteurs de l'éducation sur le territoire? Alors sur les cantines scolaires, en fait, c'est une délégation de service public de la communauté de communes. Donc on on n'a pas on n'a pas énormément de liens en fait avec les écoles parce que c'est surtout la communauté de communes en fait qui gère tout ce projet. Nous, on est vraiment juste là pour servir les repas. Et du coup, nous, en fait, on communique uniquement à travers les assiettes, quoi, les repas qui sont préparés. Donc, quelque part, c'est de l'éducation aussi, dans le sens où on propose des menus vraiment à base de produits locaux, responsables, donc pas forcément tous bio, mais au moins local et de saison. Et c'est une manière aussi de montrer à des enfants comment on peut s'alimenter aujourd'hui en étant responsable et en faisant marcher enfin, en faisant fonctionner aussi les différents acteurs du territoire. Donc il y a énormément de liens avec les producteurs et les plateformes de producteurs, mais pas énormément avec les écoles ou la communauté de com. Une question de Maxime. Salut, désolé, je suis en extérieur, j'espère que c'est pas trop parasitant. Et j'ai loupé les 7 premières minutes aussi, donc j'espère pas poser une question à laquelle il y a eu une réponse au cours des 7 premières minutes. Mais tu parlais de l'importance de pouvoir assurer le sens derrière les pratiques, donc transmettre les pratiques, mais transmettre le sens derrière aussi. Comme il y a, tu le disais, une sorte de rotation de par le fait que c'est du bénévolat, mais aussi les différents chemins de vie. Est-ce que est-ce que vous avez des temps spécifiquement dédiés pour s'assurer que ce sens soit toujours présent? Est-ce que c'est à travers les réunions mensuelles ou tous les mois et demi, ou est-ce que c'est juste par un peu la vie organique sur le lieu que du coup le sens est perpétré ou est transmis quelque part? Et ben, effectivement, on passe beaucoup de temps à se poser des questions. Donc, sur ces week-ends-là, effectivement, il y a des commissions où vraiment on est dans de la production et du travail. Même des fois, l'organisation d'une activité, on considère ça comme de la production, mais il y a aussi des temps où juste on échange sur des pratiques, sur le sens. Et c'est vraiment très enrichissant aussi et c'est nécessaire de prendre le temps
chaque week-end, on fait des cafés pédas, en fait, où on parle d'un sujet qui part souvent de problématiques qui sont rencontrées en colo ou sur d'autres activités, ou qui des fois sont identifiées par les salariés de la maison, qui eux ont une vision un peu plus globale et plus précise aussi de ce qui se passe ici au quotidien. Et ces sujets-là, après, ils sont abordés collectivement avec tous les bénévoles, d'avoir aussi des parcours différents dans l'association. Ça permet vraiment de croiser les expériences et les pratiques, et c'est là qu'on se rend compte de, de, de ce que sont devenues les pratiques et si elles sont encore en accord avec les valeurs qu'on souhaite transmettre. Ok, merci. Maxime de l'Orée 85 à Strasbourg. J'ai une question aussi sur une autre activité sur laquelle tu t'es moins penché, mais sur finalement vos activités d'accueil en résidence, d'accueil d'artistes. Enfin, comment vous faites le lien finalement entre les artistes et le jeune public, parce qu'il y a des artistes que vous accueillez qui ne savent pas forcément travailler automatiquement avec le jeune public. Donc, comment vous accompagnez aussi les professionnels qui viennent chez vous à Et travailler ben avec ça, c'est le travail de ma collègue Mathilde qui est chargée du projet culturel. Elle fait justement de la médiation entre les artistes et les publics qu'on accueille. Les artistes qu'on accueille en résidence, ils sont nourris et logés gratuitement et ils disposent aussi d'espace et de matériel pour travailler. La seule contrepartie qu'on demande, c'est une restitution auprès des publics qui sont accueillis en même temps dans la maison. Donc ça peut être une sortie de résidence ou des fois ça peut être juste des ateliers sur des pratiques spécifiques. Et donc il y a toujours un lien en fait entre les artistes et les publics qui sont accueillis. Et du coup, c'est ma collègue Mathilde qui fait la médiation. Mais après, nous, on essaye aussi, enfin, Mathilde essaye, ma collègue essaye, elle sélectionne quand même un peu les compagnies qui sont sensibles à notre projet. Et souvent, ça se passe toujours très bien. Alors, elle est là pour faire un peu de médiation, faire le lien quand des fois c'est pas très fluide. Mais globalement, ça se passe toujours très bien et c'est vraiment très enrichissant. Et ça participe vraiment à reproduire une chose qu'on affectionne beaucoup dans l'association, c'est vraiment cette notion de rencontre où les différentes activités amènent beaucoup de publics différents et le, le, le souci de l'inclusivité aussi dans les activités amène des publics très différents et c'est cette rencontre qu'on affectionne et qui est vraiment très riche aussi dans l'association. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois que tu voulais nous partager une vidéo qui nous montre un peu l'ambiance à la Maison de Courcelles lors d'un festival, je crois. Ouais, effectivement, donc c'est le Cirque à Courcelles, c'est un festival qui est né d'une initiative bénévole et qui aujourd'hui est, je dirais pas à 100% parce que du coup on a une salariée qui est chargée du projet culturel, mais avant son embauche, c'était un festival 100% bénévole. Euh, voilà, et du coup, enfin, je trouvais que cette vidéo montrait bien aussi la dynamique de ce des bénévoles et de ce qu'ils peuvent produire aussi comme projet. Voilà, donc c'est un festival qui existe depuis une dizaine d'années et qui est entièrement porté par des bénévoles.
Peut-être un peu d'autopromo, c'est quand est-ce que ça se passe, quand est-ce qu'on peut venir? Ben, ça se passe en septembre. Alors là, l'édition 2025, ce sera le 13-14 septembre ou 14-15, enfin, deuxième week-end de septembre. Ok. Voilà. Et du coup, chaque année, on accueille des spectacles tout public sur du cirque, du théâtre, des concerts, plein d'ateliers en famille. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions à poser à Pierre? Pas de main levée. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, moi j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce que c'est les jeunes à la maison de Courcelles, mais s'il y a des questions, faut pas hésiter. Après, s'il y en a qui sont vraiment curieux, je peux partager aussi un peu plus de chiffres sur le bénévolat. Parce que depuis quelques années, on essaie de suivre un peu le bénévolat en se basant sur une étude du FONJEP qui permet d'identifier un peu les parcours bénévoles. Bon, si on a un petit peu de temps, je peux peut-être parler de ça, mais voilà. Une question de Jérôme de la Cybergrange. Ouais. Merci du partage. Moi, c'est une double question. Euh, Comment vous faites quand il y a... Parce que du coup, j'imagine que ça crée des dynamiques d'émergence de projets aussi. Euh, S'il y a un projet imaginé ou souhaité par des bénévoles qui sort de votre cadre d'action, euh, c'est assez large, donc j'ai du mal à trouver un exemple, mais voilà, s'il y a quelque chose qui est euh, pas, euh, pas dans l'objet social de la maison de Courcelles, comment vous réagissez si ça s'est déjà présenté? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez, si oui, une problématique, est-ce que un bénévole qui arrive la première fois, à ce qu'il soit pas perdu dans la multitude d'activités, de projets portés, comment vous traitez ce sujet-là? Est-ce que vous expliquez tout de suite tout ce que fait la maison de Courcelles? Est-ce qu'il y a un peu un séquençage en introduisant peu à peu à la diversité des activités portées? Et bien sur l'arrivée des bénévoles, en fait, c'est assez rare qu'il y ait des bénévoles qui arrivent de nulle part. Ils ont forcément une porte d'entrée qui est une des activités de la maison de Courcelles. Alors c'est beaucoup des animateurs qui ont commencé par des colos à la maison de Courcelles, mais on a aussi dans le conseil de maison des enseignants qui sont venus avec leur classe pour une classe découverte. On a des artistes, on a des producteurs, enfin des producteurs des maraîchers par exemple. Enfin voilà. Et il y a toujours une porte d'entrée. Du coup, quand les gens arrivent pour bénévoler, en fait, ils connaissent déjà en grande partie la maison de Courcelles. Et après, pour ce qui est d'approfondir un peu les connaissances et tous les rouages, bah, ça, c'est vraiment le temps qui fait les choses et les échanges qui font les choses. Et donc voilà. Et sur la question parfois des initiatives qui sont hors du projet, bah, justement, c'est assez rare parce que les bénévoles ont une certaine connaissance du projet et l'accompagnement par les pairs implicitement empêche ce genre de dérive. Donc, comme il y a toujours en fait des anciens qui connaissent vraiment le projet bien sur le bout des doigts et qui connaissent bien les valeurs, qui transmettent aussi les valeurs, c'est assez rare qu'il y ait des bénévoles qui proposent des choses qui soient vraiment proscrites par l'association. C'est très rare. Et si ça arrive, en fait, on en parle et on a aussi des outils pour resituer les choses et le projet éducatif qui permet vraiment de mettre en mots les valeurs et ce qu'on souhaite mettre en place à la maison de Courcelles. Donc, c'est assez rare que ça arrive et si ça arrive, on est assez outillé et assez au clair avec nos valeurs pour expliquer les choses. Voilà. Mais c'est déjà arrivé par contre qu'on exclut un bénévole de l'association parce qu'il n'a pas su écouter en fait ce projet éducatif et qu'il y a eu des comportements, bon, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, mais qu'il y a eu des comportements vraiment très problématiques avec d'autres bénévoles et qu'on a dû exclure, quoi. Ok, bah merci. Je pensais pas forcément à ce que ce soit à contrario, c'était plutôt, euh, tu vois, ne pas arriver à garantir quand même un développement, enfin un sens de développement à la structure, sans que les Mm. projets qui émergent des bénévoles qui prennent de l'énergie.
à l'association dans son entier, tu vois, partent un peu dans tous les sens, mais tu m'as répondu en parlant du fait que c'est les pairs qui garantissent la cohérence et la continuité dans les projets. Bah, c'est vrai qu'il y a une grande partie des projets qui naissent de problématiques qui sont rencontrées par les bénévoles, parce que les bénévoles, comme je disais, la plupart sont aussi des animateurs, donc ils rencontrent aussi pas mal de choses quand ils sont en colo, sur les colos, mais aussi sur la vie de la maison. Et du coup, c'est aussi leurs expériences qui font naître des projets. Et sinon, bah, c'est tous les salariés de la maison qui sommes là au quotidien. Nous, on arrive en fait à pouvoir des fois orienter, ou des fois juste à prioriser. En fait, des fois, il y a plein de choses qui sont importantes et plein de choses qui sont aussi très intéressantes à mettre en place. Mais enfin, un week-end tous les mois, l'année, elle passe très vite, en fait. Et des fois, on doit prioriser. Et c'est en fait, voilà, vraiment en étant là au quotidien, on se rend compte vraiment des besoins les plus importants pour l'association. Et du coup, on arrive quand même à orienter un petit peu les différents travaux des bénévoles. Et tu commençais à évoquer une étude financée par le FONGEP pour mesurer les parcours de bénévoles. Ouais, c'est ça. C'est en fait le FONGEP propose une typologie du bénévolat, donc qui essaye d'identifier en fait quels sont les moteurs de l'engagement. Donc c'est soit territorial, donc les bénévoles sont là parce que c'est sur leur territoire et ils cherchent quelque chose à faire ou s'investir quelque part. Et ça peut être aussi militant. Donc là, c'est nous, on est beaucoup là-dedans. On est quand même, alors si je ressors mes chiffres, on est environ à 75% de bénévoles qui sont, pour qui le moteur de l'engagement est militant. Parce qu'ils sont là en fait pour aussi faire perdurer les valeurs qu'ils ont découvert sur d'autres activités. Il y a des personnes du territoire qui sont là et qui fournissent aussi beaucoup de travail, mais qui représentent quand même une minorité enfin, c'est calculé en heures de bénévolat du coup, mais qui représentent une minorité dans le bénévolat qui est fourni à la Maison de Courcelles. Et en plus de ce moteur de l'engagement, il y a aussi le rôle dans l'association qui est classifié. Donc il y a par exemple la production. Donc ce qu'on appelle production, c'est pas forcément mettre les mains dans le cambouis, c'est aussi organiser un événement culturel, par exemple, c'est de la production en fait. On a de la gestion, donc ça c'est plus le rôle du conseil d'administration, par exemple, de la représentation, où c'est par exemple des bénévoles qui vont représenter la Maison de Courcelles à l'extérieur des salons, des foires, des festivals ou auprès d'autres associations. Il y a de la réflexion et il y a l'expérientiel aussi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'arrivée de nouveaux bénévoles ou de personnes, enfin des très jeunes, où ils sont vraiment dans l'expérientiel, où ils viennent tâtonner un peu, ils savent pas trop quelle place prendre et qu'est-ce qu'ils veulent apporter à l'association. Et du coup, nous, on est beaucoup sur de la production quand même, 73%. Et après, c'est vraiment partagé entre de la réflexion, de la gestion et de l'expérientiel. Voilà. Et voilà un peu. Du coup, cette étude-là, elle permet vraiment de suivre un peu le bénévolat au-delà juste d'un nombre de personnes ou des missions qui sont réalisées, de voir aussi en fait quels sont les moteurs et les places qui sont prises dans cette dynamique. Merci beaucoup, Pierre, pour cette Merci à vous, merci pour votre écoute. Et introduction à mes côtés. si on a qui sont intéressés par notre association, nos activités, n'hésitez pas à nous contacter. Ou si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, il ne faut pas hésiter à nous recontacter. Voilà, merci. Et surtout, il faut aller visiter. Oui. Donc, petit break et on revient dans quelques minutes.